Ando Naoki, vice-président senior de la JICA, agence japonaise de coopération internationale, se fait expliquer l'état d'avancement des travaux de l'échangeur de la Riviera Palmeraie. Ce site fait partie des chantiers financés par le Japon en vue de rendre plus fluide la circulation routière sur le boulevard Kofi-Gado, ex-boulevard Mitterrand. 75% de taux d'exécution noté. Je suis très content de voir ce site-là, puisque ce travail avance bien. Et dans un an, ça veut dire en 2027, janvier, 3 échangeurs sont terminés. La délégation japonaise met le cap sur le centre hospitalier universitaire CHU de Cocody. Ici, le Japon a permis, depuis le 25 juillet 2023, la mise en service du pôle gynéco-obstétrique et pédiatrique. J'ai entendu qu'il y a 2 chiffres. Alors, la mortalité de néonatale, c'était 2 personnes par semaine avant. Mais actuellement, au maximum 2 personnes par mois. C'est un très bon résultat. Pour plus de performances, le directeur général du CHU de Cocody émet des doléances. Il serait bon qu'un pôle mère-enfant qui est un hôpital complet, ait par exemple un scanner, qu'on digitalise tout le bâtiment. Et puis il y a quelques équipements, notamment le célioscope, la céliochirurgie. Bon, c'est des choses, si nous avons ces équipements, ça va permettre au personnel d'être un peu plus rapide et puis avoir des interventions de qualité. 102 milliards de francs CFA, c'est le montant que le Japon a investi dans le pôle gynéco-obstétrique et les 3 échangeurs sur le boulevard Kofi-Gado. C'est la preuve de l'excellente coopération qui règne entre la Côte d'Ivoire et le pays du soleil levant. Au Gabon, une nouvelle étape vient d'être franchie dans le secteur de l'énergie. Le 23 janvier 2026, la réception technique de la centrale à gaz de Mayumba a été officiellement lancée. D'une capacité initiale de 8,5 MW, cette infrastructure transforme le gaz naturel issu des champs pétroliers en une électricité plus propre et plus accessible. Reliée aux champs offshore de Lucina par un gazoduc de 32 km, la centrale permet de valoriser un gaz autrefois torché et d'améliorer l'accès à l'électricité dans le sud du pays. Le gaz est pris au large de Mayumba, à 32 km de l'école de Mayumba, sur le champ de Lucina. Et c'est la société Perenco qui, dans le cadre d'un PPP, a investi dans ce projet et l'État également partenaire. Avec une capacité électrique installée d'environ 704 MW, le Gabon s'appuie largement sur le thermique et le gaz, qui représentent près de 54% du mix énergétique national contre une part importante d'hydroélectricité. Les autorités prévoient d'ici 2027 une hausse de près de 300 MW grâce à des projets soutenus par des partenaires internationaux. L'exploitation du gaz à travers de nouvelles centrales, comme celle de Mayumba, s'inscrit pleinement dans cette stratégie de renforcement de l'offre énergétique. Pourquoi cette usine a été installée à Mayumba? C'est une province où on trouve beaucoup de minerais. Nous avons du talc, nous avons la barytine, nous avons à Doucé-Oussou du marbre. Nous allons avoir un port en eau profonde, donc il faut absolument de l'énergie. Pensée pour monter en puissance jusqu'à 20 MW, puis à terme 50 MW, la centrale de Mayumba devrait réduire la dépendance du pays aux importations de combustibles fossiles et stabiliser l'approvisionnement des industries locales. Le projet prévoit également la création d'emplois techniques et le renforcement des compétences nationales. Il illustre l'ambition du Gabon de moderniser son secteur électrique, de valoriser ses ressources naturelles et de soutenir une croissance économique durable, notamment dans les zones industrielles et portuaires. L'Iran déclare désormais considérer toutes les forces armées de l'Union européenne comme des groupes terroristes. L'annonce de cette désignation faite dimanche par le président du Parlement iranien fait suite à l'inscription du corps des gardiens de la révolution islamique sur la liste des organisations terroristes par l'UE la semaine dernière. Bien que les gardiens soient déjà soumis à de lourdes sanctions, cette décision ne devrait pas avoir de conséquences pratiques immédiates. La réponse de Téhéran, probablement symbolique, s'appuie sur une loi de 2019 pour déclarer réciproquement les forces armées d'autres nations comme groupes terroristes. Cette année-là, les États-Unis avaient été le premier pays à ajouter la milice des gardiens de la révolution islamique à la liste des organisations qu'ils considèrent comme terroristes.
La décision prise jeudi dernier par l'UE a été motivée par la répression violente des manifestations de masse en Iran. Les forces de sécurité iraniennes, en particulier les gardiens de la révolution, ont fait preuve d'une extrême brutalité à l'encontre des manifestants ces dernières semaines. Les organisations de défense des droits de l'homme estiment que des milliers de personnes ont été tuées et plusieurs ministres des Affaires étrangères de l'UE ont même récemment évoqué le chiffre de 30 000 victimes. En Argentine, les incendies se poursuivent dans la région de la Patagonie. De vastes zones du parc national Los Alerces, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, sont actuellement en proie aux flammes. Les employés du parc national réclament davantage de soutien de la part du gouvernement. Ces incendies, parmi les plus graves ayant frappé l'Argentine depuis des décennies, ont déjà dévasté plus de 40 000 hectares de forêt dans la région nord de la Patagonie argentine. Des milliers d'habitants et de touristes ont dû être évacués d'urgence. Nosotros somos 390 hoy y cuando comenzó la gestión de Milei éramos 430. O sea, nos falta mucha gente y también hay muchas renuncias, como ejemplo de la actual, digamos que hay compañeros que renuncian porque por la plata no alcanza, digamos, el salario es muy bajo. Cette crise a ravivé la colère envers le président argentin Javier Milei et sa politique d'austérité menée ces 2 dernières années. Les pompiers ont vu leur salaire passer sous la barre des $500 par mois. En 2024, le budget du service argentin de gestion des feux a été réduit de plus de 80%. Cette année, il devrait baisser de 71%. Des restrictions qui interviennent alors que le changement climatique renforce le risque d'incendie de forêt. Le point de passage de Rafah, unique liaison directe entre Gaza et l'Égypte, a rouvert lundi dans les 2 sens, mais de manière très limitée. Seule une 50aine de personnes pourront franchir la frontière dans chaque direction, sans possibilité d'acheminer des marchandises ou de l'aide humanitaire. Rouvrir le passage, c'est une bonne chose. Mais le fait qu'un quota limite le nombre de personnes autorisées à traverser pose problème. Beaucoup souhaitent voyager, pas pour quitter le pays, mais parce qu'ils sont étudiants, veulent retourner à leur travail, nécessitent des soins médicaux ou désirent simplement changer d'air. Les quotas compliquent vraiment la vie. Si le nombre de passages était augmenté et que ça fonctionnait comme avant la guerre, avec la liberté de circuler, ce serait bénéfique pour le pays, ses citoyens et l'ensemble de la population. Selon un responsable du ministère de la Santé de Gaza, environ 200 malades attendaient dimanche la réouverture pour bénéficier de soins en Égypte. Si Dieu le veut, le point de passage restera ouvert pour de bon. Il y a tellement de malades, y compris dans ma famille, mon père et ma mère. Nous demandons que le passage soit officiellement ouvert parce que nous devons évacuer les malades. Cette réouverture s'inscrit dans une phase pilote coordonnée par Israël, l'Égypte et la mission européenne d'assistance aux frontières de Rafah. Si le gouvernement sénégalais a annoncé plus tôt dans la semaine vouloir faire appel des sanctions prises contre le sélectionneur Papio, la Fédération sénégalaise de football, elle, choisit une autre voie. Dans un communiqué publié le 31 janvier, l'instance a annoncé qu'elle ne ferait pas appel des sanctions sportives et financières prononcées à son encontre et contre Papio, Ismaïla Sarr et Iliam Ndiaye. Ces sanctions concernent les événements survenus lors de la finale de la CAN 2025 contre le Maroc. Après l'enquête de la CAF, le sélectionneur des Lions, Papio, avait écopé de 5 matchs de suspension et d'une amende de $100 000. Il avait demandé à ses joueurs de quitter le terrain après un pénalty accordé au Maroc dans le temps additionnel. Les joueurs Iliam Ndiaye et Ismaïla Sarr ont écopé de 2 matchs de suspension, le premier pour avoir traité l'arbitre de corrompu, le second pour son comportement antisportif envers l'arbitre. La Fédération sénégalaise de football devra donc, en plus des amendes déjà mentionnées, s'acquitter de l'amende pour le comportement de ses supporters de $300 000 pour les déclarations du président de la fédération, Abdoulaye Fall, ainsi que pour les 5 cartons jaunes reçus lors de la finale.